Et c'est ce que pourrait dire Elisabeth Borne, qui est rentrée de vacances, qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Premier conseil des ministres, pouvoir d'achat, emploi, climat. Faites-vous confiance au gouvernement Borne? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques minutes. Vous votez évidemment sur les réseaux sociaux, vous dites non à 81%. Et Luc Gras qui est avec nous, politologue. Bonsoir Luc Gras. Bonsoir. Bonsoir à vous, je vous présente Lamia El Harraj, Jérémy Stubbs et Aymeric Guisset, nos vraies voix ce soir. Tiens Luc Gras, j'aimerais tout d'abord qu'on revienne sur cette déclaration du chef de l'État en préambule du Conseil des ministres. C'est la fin de l'abondance et de l'insouciance, on écoute Emmanuel Macron. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité. Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Alors, ça c'était le prix de la liberté qu'on vous a fait écouter, déclaration d'Emmanuel Macron. Il y a 4 jours, on en a parlé avec Aymeric Guisset. Nouvelle déclaration, donc en préambule du Conseil des ministres, un Emmanuel Macron toujours aussi grave, qui nous explique donc que c'est la fin de l'abondance et la fin de l'insouciance. On l'écoute. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles. Nous l'avons vécu pendant la période du Covid, nous le revivons ici avec encore plus de force, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également. Alors on sait très bien qu'en général quand on revient de vacances, les Français n'ont pas vraiment de morale, surtout quand ils savent ce qui les attend, la sobriété énergétique, l'inflation. J'espère pour certains d'entre vous que vous n'avez pas écouté Emmanuel Macron ce matin. C'est une déclaration compliquée. Luc Gras, j'ai entendu plusieurs élus dire que cette déclaration était étrange, voire lunaire, Luc Gras. C'est vrai que c'est assez surprenant de la part du président de la République. Sous la 5e République, le président, c'est celui qui emmène la nation. C'est vraiment celui qui a la vision pour la nation. Donc on attend du capitaine de l'embarcation qu'il ait le moral, qu'il ait envie d'emmener les Français plus loin. Il appelle à la grandeur d'âme, très bien. Mais on peut appeler les gens à la grandeur d'âme quand on a fixé des objectifs précis, quand soi-même on est porteur, comme il dit, de liberté et de valeurs. Mais quelle valeur dans cette France de 2022? Et donc c'est un petit peu ça, les limites de l'exercice rhétorique. Sur le second point, la fin de l'abondance, moi ça fait 30 ans que j'observe la vie politique et économique nationale. Je n'ai jamais vu aucun gouvernement qui ait dit qu'on vivait dans l'abondance. J'ai toujours vu des plans d'austérité se succéder à des plans de rigueur et vice-versa. Et donc, je suis assez étonné également que l'on dise, ça y est, c'est la fin de l'abondance. Ça a toujours été, par la parole officielle, la fin de l'abondance. Donc, il faut recentrer les choses. Il faut qu'on ait un chef de l'État qui soit un capitaine à la barre, si le temps n'est pas facile, qui nous indique vers où il souhaite emmener les Français. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment qu'Emmanuel Macron sait que la rentrée va être extrêmement compliquée et se cache donc derrière la crise entre l'Ukraine et la Russie, se cache derrière cette déclaration ce matin, la fin de l'insouciance, la fin de l'abondance, comme pour dire aux Français finalement, tout ce qui arrive, c'est un fait, c'est ce que vont vivre beaucoup de pays et c'est pas de ma faute. Oui, mais on n'a pas élu, il n'a pas été réélu président de la République pour tenir un discours de cette nature-là. Si franchement, en France aujourd'hui, le président de la République lui-même dit c'est pas de ma faute, c'est celle des autres, on va où? Donc il faut absolument que le président reprenne à ce moment-là ses esprits et voit vraiment quel est son regard qu'il pose sur la France de 2022, qu'il l'expose clairement aux Français. À partir de là, il pourra éventuellement demander des modifications politiques et économiques dans le pays. Mais si on n'a pas de vision claire, comment voulez-vous que les Français suivent? Ouais. Alors, on vous retrouve dans un instant, Luc Gras, pour plus d'explications évidemment. Et puis j'aimerais revenir sur la rentrée du gouvernement Borne, avec beaucoup de dossiers. Alors, notamment le climat, mais également le pouvoir d'achat, l'inflation, la sécurité. On va en parler dans quelques instants. Sur l'abondance, Lamia El Harraj, vous êtes d'accord avec Luc Gras? Alors, à la fois je suis d'accord, à la fois j'aimerais vous partager quelques chiffres si vous me permettez. 10 millions de pauvres, 8 millions de Français à l'aide alimentaire, 4 millions de mal logés.
Alors moi, je vous avoue que quand j'ai ces chiffres-là sous les yeux, je me demande d'où vient cette abondance qui est évoquée par Emmanuel Macron. Ouais. Quelques autres chiffres, si vous me permettez, là aussi. Donc aujourd'hui, il y a eu la publication dans un journal très connu de niveaux de dividendes versés par les grands groupes. Et figurez-vous que cette année, ce semestre, ils ont atteint des niveaux records. 44 milliards d'euros au deuxième trimestre en France, 544 milliards de dollars dans le monde. Donc si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a évoqué ce point-là, il y a une forme d'hypocrisie en fait. Et cette crise à la Bondo, elle vient servir quelque part de paravent à un manque d'ambition politique et une volonté de ne pas répondre aux problématiques des Français avec des moyens concrets, réels qui existent. On a proposé au Parlement, la gauche a proposé la taxation des super-profits. Ça a été non. On a proposé l'augmentation du SMIC pour le passer à 1 500 €. La réponse a été non. Sur la problématique énergétique, il a été aussi proposé, non pas des mesures ponctuelles qui vont courir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, mais plutôt de réfléchir de façon globale. L'augmentation des salaires, le blocage des prix, par exemple, ou d'autres propositions. Le débat a été ouvert. La réponse, c'était non, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ce discours-là, moi, je le trouve particulièrement choquant, particulièrement en décalage avec la réalité des Français qui, depuis des mois, des années, se serrent la ceinture pour boucler les fins de mois. Et entendre un président de la République parler de façon aussi déconnectée, c'est vraiment particulièrement choquant. Ouais. Jérémy Stubbs. En un sens, il nous dit quelque chose qu'on savait déjà, parce que on savait que l'ère de l'abondance, c'est cette ère l'ère d'Internet, l'ère des smartphones partout, l'ère de la grande consommation, l'ère de la mondialisation à partir de 2000. Et on savait que la naïveté de cette époque était finie. Donc, de président, il s'est transformé en philosophe roi, platonicien. Oui. Je ne suis pas sûr que c'est exactement ce dont nous avons besoin, parce que si l'analyse est sans doute correcte, il nous faut la solution maintenant. Et puis, non, mais il a raison, Jérémy Stubbs. Aymeric Guisset, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, là, on vous a passé un court extrait, évidemment, on a résumé, mais quand vous l'entendez dans la globalité, c'est vrai que c'est plus Macron le philosophe, d'ailleurs on ne comprend pas tout, plus que Emmanuel Macron, chef de l'État, qui doit parler aux Français et, comme vous l'avez dit, trouver des solutions. Oui, trouver des solutions et trouver un cap. Ce qui peut peut-être expliquer ce positionnement qui est étonnant et qui a surpris tout le monde, c'est le contexte de l'élection d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand vous prenez un peu le contexte politique, il a été élu, quand vous prenez la dichotomie des deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz, il explique que finalement vous avez faire une analogie, vous avez la gouvernance et l'incarnation. Emmanuel Macron, il a été élu plutôt pour sa question d'incarnation, parce que les Français ne voulaient pas être représentés par Marine Le Pen ni par Jean-Luc Mélenchon, notamment en raison du contexte international. Mais les Français ont exprimé aussi aux législatives qu'en réalité, ils ne voulaient pas forcément le programme et la gouvernance d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a été élu pour une raison plutôt simple, c'est un argument massu qui était « je suis le plus expérimenté pour gérer les crises dans un monde qui est de plus en plus en crise ». Il y a eu la première réponse avec la loi pouvoir d'achat pour gérer une crise. Et là, ce qui change finalement, c'est que les trois grands faits de l'été, si on demande aux Français a posteriori, vous retenez quoi de l'été? Ça va être Darmanin, les conséquences du réchauffement climatique, du dérèglement climatique que les Français ont vécu pour la première fois de manière vraiment concrète, et la guerre en Ukraine. Et quand on prenait ces trois crises, en fait, c'est des crises qui sont exogènes, externes, où finalement le gouvernement n'a pas forcément les moyens de les gérer d'un coup de loi directement. Et le danger pour Emmanuel Macron, c'est d'incarner une forme d'impuissance. Alors que les Français expriment un besoin de protection très fort face à des dangers et des menaces qui sont diverses et variées et de plus en plus importantes, mais le président de la République et le gouvernement peut apparaître désemparé, ne pas avoir les réponses pour répondre à ce besoin de protection. Pour ça que cette rentrée, la rentrée de tous les dangers pour le gouvernement Borne et Emmanuel Macron, est-ce qu'ils seront capables de répondre à l'attente des Français de protection sur des crises exogènes qui ne dépendent pas seulement de leurs propres décisions. Et c'est là cette équation qui est très complexe. Alors, Lugras, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Aymeric Guisset? Finalement, est-ce que, il l'a dit, Emmanuel Macron, finalement, a été élu en tant que gestionnaire pour gérer les crises du pays? C'est ce que les Français attendent d'Emmanuel Macron, les Français qui rejettent, même s'ils ont voté pour lui, son projet politique. C'est un risque pour Emmanuel Macron. Le mois de septembre va être déterminant, Lugras, pour le chef de l'État et le gouvernement Borne? Pas forcément le mois de septembre, on va dire l'automne, parce que le temps que les choses se mettent en place, que les Français rentrent, qu'il y ait la rentrée de l'Assemblée nationale le 3 octobre, enfin du Parlement en règle générale, qu'il y ait les discussions, notamment ce qui va poser problème évidemment, c'est le projet de loi de finances, le budget de la nation qui permet de décider si on est
dans la majorité ou pas dans la majorité. Mais en l'occurrence, je suis d'accord avec les 3 interventions qui viennent de précéder, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas se cacher, il y a un sujet Macron. Le sujet Macron, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il a été réélu, oui, par défaut, comme c'était dit, et que du coup, il n'a plus rien à dire. Et on rentre dans une période qui est, évidemment, chacun le reconnaît, difficile. Donc on a besoin d'avoir un président qui sache où il va, quelles sont ses volontés, qu'il explique pourquoi, par exemple, il dit non à l'augmentation du SMIC à 1 500 €, qui rentre dans le débat, qui prenne position, quitte à prendre des coups. Moi, je crois que la NUPES, effectivement, amène des sujets, on en discute, on peut très bien comprendre pourquoi le gouvernement n'est pas pour, mais il n'explique pas. Et donc, ça pose un problème. C'est pareil, on parle de la fin de l'abondance, mais c'est quand même, chacun le sait, ce ne sera pas la fin de l'abondance pour tous dans ce pays. Donc c'est pareil, il faut qu'il explique pourquoi certains vont être en difficulté plus que d'autres. Quelle est la politique? C'est important. Est-ce qu'il fait une politique en faveur du pouvoir d'achat? Est-ce qu'il fait une politique en faveur de l'équilibre des comptes sociaux? Il est temps vraiment d'avoir des explications. Ça fait longtemps qu'on n'a plus d'explications parce qu'il y a eu la campagne législative où on n'a pas vu beaucoup de nouvelles idées de la part de la majorité relative. Il y a eu l'élection présidentielle où on n'a rien eu du tout, et le débat avant l'Ukraine a empêché de parler. Donc franchement, on a besoin d'une explication de texte. Emmanuel Macron a tout à gagner à rentrer sur le ring pour exposer quel est son point de vue, ses valeurs, autant en matière économique qu'en matière sociétale, parce que c'est aussi un sujet important dans notre pays, qu'ils prennent des positions, qu'ils s'affirment. Certains seront contre, certains seront pour. Bref, il va réhabiliter le débat politique qui est confisqué déjà depuis un certain temps. Ouais, en quelques mots, Lugras, avant de faire une courte pause, on parle d'un Emmanuel Macron, selon certains éditorialistes, spécialistes ou communicants, d'Emmanuel Macron un peu sonné, un peu déprimé après notamment les résultats des élections législatives. En fait, finalement, est-ce que c'est pas ça? C'est ce qu'il n'y a pas un manque de volontarisme de la part du chef de l'État qui finalement va vivre un quinquennat un petit peu en retrait? Alors, vous avez parfaitement raison, c'est pour ça que je dis qu'il y a un sujet Macron. Il faut voir qu'Emmanuel Macron était un disciple de l'ENA brillant, qu'il est ensuite passé de chez Rothschild au cabinet ministériel. Il ne s'est jamais véritablement confronté au suffrage universel direct dans les communes, jamais, à la députation, nulle part, et que c'est quelqu'un qui finalement a surfé sur le succès. 2017, c'est un hold-up absolument réussi après l'histoire Fillon. Il arrive, il est tout beau, tout neuf, il promet un changement du système, ce qui est formidable en matière d'offres politiques. Et puis, il rentre progressivement dans les difficultés, les gilets jaunes, la crise en Ukraine, les équilibres financiers qui en découlent, etc. Et finalement, il est face à une vraie crise aujourd'hui. En 2 mots, on l'attend, on attend de voir quelle est la qualité de ce président de la République face à la difficulté, parce que jusqu'à présent, il a surfé quand même sur les événements, plus qu'il n'a dominé les événements. Vous restez avec nous, Lugras, et vous nous appelez, vous, au 0826 300 300. Marie-Claire de Bergerac sera avec nous dans quelques minutes. On poursuit notre débat pouvoir d'achat, emploi, climat. Faites-vous confiance au gouvernement Borne qui fait sa rentrée aujourd'hui? Vous dites non à 72%. Et on continue d'en débattre avec nos vraies voix dans quelques minutes. Restez avec nous à tout de suite. Libre aussi. Dernière partie des vraies voix à 18h48 sur Sud Radio avec l'ami El Haraj, Jérémy Stubbs qui est avec nous, Émeric Guisset. On poursuit notre grand débat avec Lugras, politologue, qui nous a rejoint. Pouvoir d'achat, emploi, climat. Faites-vous confiance au gouvernement Borne qui fait sa rentrée aujourd'hui? Vous êtes une grande majorité à dire non sur le compte Twitter de Sud Radio. J'aimerais vous entendre sur le sujet. 0826 300 300. Marie-Claire nous appelle de Bergerac, en Dordogne. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir, vous m'entendez vraiment? Très bien Marie-Claire, parfaitement. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Eh ben c'est parfait. Alors Marie-Claire. Eh ben bonsoir à tous. Bonsoir à vous Marie-Claire. J'ai suivi le débat avec beaucoup d'attention. Oui. Tout ce qui a été dit, je suis relativement d'accord. Et je suis d'accord avec le politologue. Quand ça ne sera pas en septembre que ça va un peu bondir, si ça bondit. Ça sera plus dans la saison. Et je pense que le président, déjà, a adopté un ton très solennel, parce qu'en fait, il n'a rien à dire. Alors, quand il n'a vraiment rien à dire et rien à proposer, il emploie cette espèce de ton très solennel. Moi, je suis retraitée, je vais avoir 61 ans à la fin de l'année. Je gagne net 872 €. Je suis diplômée Bac plus 3. Je fais du ménage pour payer, pour manger. Voilà, ça c'est la réalité des gens. Alors quand ils parlent d'abondance, je ne sais pas où est l'abondance. Il n'y a pas d'abondance. Il n'y en a plus depuis des années.
Vous êtes d'accord avec notamment Lugras qui parlait, ou Lamia, je ne sais plus, qui parlait d'un président complètement déconnecté? Oui, il est déconnecté de la réalité de la vie des gens, ça c'est clair. Mais en fait, et puis il a oublié les gilets jaunes qui ont émergé au mois de novembre. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est en 2018. 2018, c'était un 17 novembre, je me rappelle bien de la date. Ouais. Et en fait, il a oublié. Est-ce que déjà on pouvait parler d'abondance quand il y a eu les gilets jaunes? Il n'y aurait pas eu les gilets jaunes s'il y avait eu l'abondance. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Borne, de ce duo Emmanuel Macron-Elisabeth Borne, Marie-Claire? Alors, je ne sais pas trop ce que j'attends, mais je pense qu'en plus, il faut vraiment être confronté au problème dans l'immédiateté pour qu'il y ait des solutions. C'est dommage, hein. Il n'y a jamais rien de prévu en amont, si vous voulez. Alors, je pense que le réchauffement climatique, il y aura des choses. Je pense que, là, j'espère, parce que avec ce qui s'est passé cet été, notamment, moi j'habite en Dordogne, la Gironde, c'est tout près, on a vu les feux, on a vu toute la France a brûlé, il y a eu la Corse, il y a eu beaucoup d'événements climatiques. Là, je crois que le gouvernement va être obligé de réagir. Mais quant au pouvoir d'achat, je ne sais pas ce qu'il va faire. Franchement, moi, je suis très pessimiste quant à ça, parce que moi, je vois rien. Moi, je vais vous dire, je travaille, je fais des heures de ménage. Hein, je m'en fiche de faire ça. Mais je veux dire, c'est pas normal qu'à la retraite, on puisse pas vivre décemment de sa retraite, de sa pension, de son salaire. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, en fait, au niveau du pouvoir d'achat, moi, j'attends rien vraiment. Mais je pense que, alors, s'il n'y a rien de fait, et puis, Monsieur Gras a tout à fait raison, on attend de l'espoir d'un gouvernant. On n'attend pas qu'il dise aux gens ça va être pire que tout. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'élan, il n'y a rien, quoi. Alors, Aymeric Guisset, vous voulez réagir à ce que nous dit Marie-Claire? Déjà le commentaire de notre auditrice est très touchant et explique en fait ce qu'est le réel des Français. Et le propos sur l'abondance est d'autant plus anachronique qu'en fait, quand vous regardez le PIB par habitant, donc en fait la richesse des gens in fine, en 1980, le PIB par habitant en France est à peu près équivalent à celui des États-Unis et des Allemands. C'est-à-dire qu'un Français, si en moyenne, était aussi riche qu'un Allemand, qu'un Américain. Aujourd'hui, le PIB américain par habitant est 2 fois plus élevé que le PIB par habitant français. C'est-à-dire qu'un ouvrier, si on caricature, un ouvrier américain est 2 fois mieux payé qu'un ouvrier français. Et donc, la grande question, c'est comment on fait pour redresser la pente, travailler plus, produire plus, redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et sur la question de finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de donner de l'espoir, il y a quelque chose qui a changé notre vie politique dans la 5e République, c'est finalement le changement de régime auquel on a assisté depuis les élections législatives. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en capacité, et le gouvernement, est-ce que le gouvernement est en capacité de se fournir aux Français un projet, de l'espoir, comme ce qui est attendu, alors qu'ils n'ont pas la main sur les textes qui seront votés? C'est plutôt, est-ce que les Français ont confiance dans l'Assemblée nationale pour faire voter les lois qu'ils estimeront nécessaires pour le bien-être des Français? Et cette révolution, pas vraiment une révolution institutionnelle, mais ce changement de paradigme institutionnel depuis législative change beaucoup, et je pense que le gouvernement, l'exécutif, a du mal à intérioriser ce changement, puisqu'ils ne sont plus en capacité finalement d'être maîtres de leur politique. Ils n'étaient pas habitués. Lamia, juste après Jérémy Stubb, et pour conclure, Luc Gras qui est avec nous. Je voudrais réagir sur cette notion qu'on entend beaucoup, et le témoignage qu'on a entendu est assez poignant de ce point de vue-là, parce que j'évoquais tout à l'heure, moi je suis élue du 20e arrondissement de Paris, des gens qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est quotidien, on les croise sur les marchés, dans les permanences qu'on peut faire, dans nos échanges. La question, c'est pas juste celle du pouvoir d'achat, et c'est aussi ça que le gouvernement a beaucoup oublié. C'est la question du pouvoir de vivre. Comment est-ce qu'on permet aux gens de vivre dignement des revenus de leur travail? Comment est-ce qu'on permet aux gens de vivre dignement de leur retraite? Comment est-ce qu'on permet aux gens, non pas juste de payer leurs factures, qui quand même explosent, surtout en ce moment, mais comment est-ce qu'on leur redonne des perspectives qui sont celles de pourquoi est-ce qu'on travaille? On travaille pour se payer des loisirs, on travaille pour partir en vacances, on travaille pour avoir accès à la culture, pour avoir accès à tout un ensemble de droits qui sont ceux de la déconnexion et ceux du temps libéré. C'était le grand mal-être de Gilets jaunes. Tout à fait. Pendant longtemps, à gauche, on a parlé de temps libéré. Je crois qu'il est temps de renouer avec ça. Et ça rend le propos d'Emmanuel Macron d'autant plus choquant. Jérémy Stubb. Concernant la confiance, il y a un bon point, qui est qu'Elisabeth Borne elle-même a plutôt une bonne image auprès des Français en ce moment. Elle est sérieuse, elle est compétente. Elle dépasse Emmanuel Macron même dans les sondages. Ça, c'est le bon point. Du côté négatif, quand même, il y a des mauvais points, parce que le nombre et la difficulté des dossiers sont impressionnants.
Et il faut le dire, bien sûr, que la majorité, entre guillemets, manque de sièges, manque de députés. Eh oui. Donc, les marges de manœuvre face à une complexité terrible sont infiniment réduites. Et bon, on peut avoir confiance au sens, oui, Elisabeth Borne, elle est bien, elle est compétente, elle est bien habillée, elle semble très travailleuse. Mais est-ce que même si on réunissait le plus grand génie de la planète ensemble, on s'en sortirait sans problème là? Je crois pas. Ouais. C'est juste... c'est désespéré. Je suis un peu pessimiste aujourd'hui. C'est peut-être le discours d'Emmanuel Macron. Ouais. Alors, Luc Gras, j'aimerais avoir votre réaction sur le témoignage de Marie-Claire. Et puis, finalement, est-ce que voilà, Jérémy Stubbs a raison? Que peut faire exactement? C'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est quelles sont les marges de manœuvre de l'exécutif? Alors, j'ai trouvé l'intervention de Marie-Claire excellente. Et j'ai trouvé que la dernière intervention du Grande Voix, là, oui. Très marquée, justement. Vous voyez, l'effet de l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est que ça vous raplatit complètement, vous n'avez pas d'espoir. Et donc, oui. Je ne partage pas du tout ce point de vue. Je pense qu'en 58, quand le général de Gaulle est revenu, la France était à genoux. Et il a réussi à faire une réforme de la Constitution, une réforme économique profonde, relancer l'industrie, etc. Donc, c'est pas vrai. En politique, si on ne croit pas qu'on peut faire des choses, alors il ne faut pas faire de politique, il faut faire de la finance. Mais voyez le problème essentiel, c'est que les Français s'épuisent avec Emmanuel Macron et ses discours. Et Macron lui-même, Emmanuel Macron, s'épuise avec les Français. Il est trop intelligent pour ne pas s'en rendre compte lui-même. On a bien compris qu'au moment des Gilets jaunes, il a fait une pièce de théâtre, mais que ça n'allait pas plus loin. Et donc l'enjeu, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir changer enfin cette relation aux Français? Sinon, il ne pourra rien faire. Il est victime aujourd'hui d'une cour qui est autour de lui à l'Élysée, de gens qui lui disent « tout va très bien, monsieur Macron, madame la marquise ». Et tant qu'il sera enfermé là-dedans, il faut qu'il fende l'armure. Qu'est-ce que le vrai Macron? Est-ce que c'est un homme qui est capable, puisqu'il s'est présenté à 2 reprises à l'élection présidentielle, de prendre ses responsabilités? Je pense que s'il prend ses responsabilités, il se mettra face à la situation de cette personne qui gagne 850 € par mois et qui vit, et il se met à sa place et il fait comment on fait. Et d'autre part, dernière chose, je trouve que c'était aussi excellent d'intervenir sur le fait que l'économie, c'est d'abord fondé sur la confiance. Mais la confiance ne se construit pas qu'avec les chiffres économiques. Si on n'a pas une vision, si on n'emporte pas dans une dynamique le peuple, on ne peut pas avancer. Par contre, s'il y a de la confiance, croyez-moi, les gens reprennent espoir, consomment, sont plus solidaires entre eux, il y a plus de fraternité. Et alors, à ce moment-là, le pays peut repartir. Ouais. Merci à vous, merci Luc Gras, j'aimerais remercier Marie-Claire voilà, qui nous appelait de Bergerac. Merci pour votre témoignage et votre analyse, Marie-Claire. Merci à nos vraies voix, Jérémy Stubbs, merci à vous, Émeric Guisset et Lamia El Harraj. Dans quelques instants, vous restez sur Sud Radio évidemment, puisque ce sont les débats du jour. À tout de suite.